Bonjour mes amis, voici votre cours sur une introduction sur l'entreposage. Donc on va voir les bases de l'entreposage et on va aller pas mal loin, des choses très très techniques aussi pour que vous puissiez savoir exactement comment faire la job. On est rendu à la dernière étape finalement du cycle d'approvisionnement. Donc on avait commencé avec l'étape 1, vous vous rappelez c'est quoi? C'est quoi l'étape 1? Le besoin, quoi acheter, on le décrit. Ensuite, on sait combien et quand acheter. Ensuite, on trouve notre fournisseur. Après avoir trouvé le fournisseur, on négocie le prix. Ensuite, le transport. Et ça aussi, ça doit être négocié aussi. Ça dépend bien sûr du fournisseur. Si nous, on paye pour le transport, si eux, ils payent, tout ça est défini. On a vu ça dans les incoterms. Ensuite, on appelle le fournisseur de temps en temps pour savoir où est rendue la commande, donc le suivi et la relance de la commande. Et une fois que tout ça est réglé, hop, là, c'est toute la réception. OK? Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui, comment recevoir un peu. On a déjà commencé à parler de la qualité qui fait partie du processus de réception. Donc, je voulais commencer, c'est ça, j'ai un article à partager avec vous, un article très intéressant, donc je vais partager avec vous. Voilà. Alors ça, c'est un article que j'ai vu. Il dit qu'il y avait pas mal de gens qui étaient décédés à un certain moment et ils avaient eu des accidents d'auto avec des pneus qu'ils venaient juste d'acheter. Comment ça se fait que le pneu, il n'est plus bon, on vient juste de l'acheter, ça cause des accidents? Et oui, c'est ça qui arrivait. Donc, malheureusement, il venait juste de l'acheter, mais le pneu était déjà pas bon. Donc, si on voit l'article ici, euh, donc ici, si on voit ici sur ces chiffres-là, 5107. Ça veut dire quoi, 5107? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? 5107 veut dire la 51e semaine de 2007. Ça, c'est la date de la fabrication. Pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que les pneus, c'est pas de la bouffe, c'est pas du lait? Est-ce qu'il y a une date d'expiration? Eh bien, oui. Eh bien, effectivement, selon l'étude qu'on a faite, c'est du caoutchouc. Alors, après un certain temps, il devient sec et le pneu ne va plus adhérer à l'asphalte. Donc, selon ce qu'on dit, c'est que ça va durer combien de temps? Ça dure à peu près 6 ans. Donc, c'est super important quand on fabrique des pneus de bien les entreposer parce qu'on veut s'assurer que les clients ils aient les pneus les plus récents possibles. Donc, oui, il y a un lien avec l'entreposage, avec ça. OK? Donc, ce qu'ils avaient fait, sûrement, c'est qu'ils avaient mis ça dans un genre de rack. Moi, j'appelle ça des racks. Dans votre livre, ils appellent ça des rayonnages ou des étagères. Alors, si on a une étagère et on pousse le stock au fond de l'étagère, ben ça se peut qu'on on touche pas à ce stock-là pendant des mois et des mois, peut-être même des années. Donc, c'est important de bien stocker le stock parce qu'ici, nous avons deux termes. On a ce qu'on appelle le FIFO en anglais et LIFO, aussi c'est en anglais. En français, PEPS et DEPS. Ça veut dire quoi, PEPS et DEPS? Donc, si je partage mon écran avec vous ici, oui, ça c'est le fichier. Donc ici, vous allez avoir ce fichier-là qui s'appelle cours d'entreposage. Alors, on parle de PEPS et de DEPS. Alors, PEPS veut dire premier entrée, premier sorti. Donc, ce produit-là, le pneu, doit être traité comme si c'était du PEPS. OK? Parce que si on le laisse trop longtemps dans l'entrepôt, et malheureusement, après 6 ans, il n'est plus vendable. Donc, il y a des produits que c'est DEPS. DEPS, c'est dernier entrée, premier sorti. Donc, il y a des produits que c'est correct. Et ça, c'est des produits qui ne sont pas périssables ou qui ne perdent pas de la valeur ou qui ne sont pas détériorés après un certain temps. Donc, nous allons voir les différents types de racks ou de rayonnages qui nous permettent
bien sûr, de ne pas mettre en danger la vie des gens et aussi de sauver de l'argent. Okay? Parce que votre but, vous êtes des gens en comptabilité, c'est d'aider les gens à prendre des décisions pour sauver de l'argent, faire plus de profit. Ce n'est pas tout le monde qui a pris des cours de gestion des approvisionnements. Je voulais aussi vous montrer un petit vidéo que j'ai trouvé intéressant. Donc, je le partage avec vous. Ça, c'est, on regarde ici ensemble cette vidéo. Given a new meaning to drink driving. He lost control of his vehicle and slammed into stock shelves holding thousands of bottles of cognac and vodka. The chain reaction soon left him very much under the influence of drink. The accident will leave the alcohol retailer with a nasty financial hangover. And it's estimated over $100,000. OK, donc on avait avec ces vidéos-là. Il y en a qui disent « Ah, c'est plate l'entreposage ». On voit qu'il y a eu beaucoup d'actions cette journée-là. Bien sûr, la personne il est rentré dans un des racks et puis le rack est tombé et il était très lourd, il est tombé sur lui et c'était des bouteilles d'alcool et lui aussi, il avait bu. Donc, il y a des règlements à suivre pour être capable de conduire. Il y a des cours qu'on doit suivre, une certification pour conduire un chariot élévateur. Et oui, le mot, c'est chariot élévateur. Et ici, au Québec, on dit un lift. Un lift. Qu'est-ce qu'est le lift? Alors, je vous donne les bons termes. Et donc, effectivement, on va aller voir les différents types de lift ou de chariot élévateur. Bien sûr, dans le but de choisir le meilleur pour sauver plus d'argent. Donc, on va commencer dans la matière. On va reprendre... donc, ici, on va reprendre le fichier. Ici, voilà. OK. Donc, le tout commence à la réception. Donc, il y a un camion qui arrive ici et cette place ici s'appelle quoi? Ça s'appelle une guérite. Alors, il y a quelqu'un à la guérite qui vérifie si tu as un rendez-vous ou non. Si tu n'as pas de rendez-vous, ben, ils peuvent vous refuser l'entrée. Donc là, je vous parle maintenant de la méthode Costco. J'ai été visiter plusieurs Costco et le centre de distribution de Costco. J'ai parlé avec le directeur de la logistique et il m'a expliqué les étapes. Donc, je pense que Costco, ils ont pas mal bien réussi à comprendre comment bien recevoir. Donc, nous allons voir le processus de Costco et d'autres. Donc, est-ce que toutes les compagnies ont des guérites? Non. Alors, c'est possible que non, mais si on prend l'exemple que oui, si vous recevez beaucoup de camions, c'est mieux d'avoir une guérite pour... Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas tous les camions rentrer en même temps? Risque d'accident. On ne veut pas trop de circulation, n'est-ce pas? Donc, si tu es chez Costco, si tu arrives trop tôt, on va te dire bye-bye, vous n'allez pas rentrer. Si tu arrives trop tard, mais là, bye-bye aussi, tu dois rappeler l'acheteur et faire un autre rendez-vous. OK? Une fois que la personne qui travaille ici accepte, tu rentres et ensuite, il va te diriger vers la bonne porte. La porte 18, la porte 1, ou le quai, on peut appeler ça des quais, ou des docks. En anglais, on appelle ça des docks. Okay? Alors, tu arrives à ton quai et ensuite, on va placer ce qu'on appelle un choc ou une cale en français derrière, on voit ici l'image, derrière la roue. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Santé, sécurité, on ne veut pas que le camion roule sur le pied de quelqu'un pendant qu'il inspecte la remorque. Une autre genre de cale qu'on voit, c'est ça. Donc, on voit ici, c'est une cale qu'on met entre les pneus ou les roues pour que ça ne roule pas. Santé et sécurité. Est-ce que tout le monde le fait? Non. Moi, je vous montre la bonne façon de faire. Ensuite, le camion recule. Vous savez quel son il fait quand il recule? Pip, 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 pip. Et oui. Encore santé, sécurité, on doit aviser les gens qu'on recule pour qu'il n'y ait pas d'accident. Et on va, donc ici, on voit ici, ça c'est les quais, les portes des quais. Et les bons ici, ben, le camion va reculer. On ne veut pas que le camion frappe le mur. Donc, les bonnes entreprises vont mettre ça pour protéger et le camion et les murs, n'est-ce pas? On recule et ensuite, on va barrer le camion sur le quai. Donc, avec un mécanisme qui ressemble à ça.
Pourquoi le barrer? Parce qu'une fois que le camion est à la bonne place, on va barrer et on va ouvrir la porte, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un autre mécanisme pour barrer. Pourquoi barrer? Parce que si, j'ai déjà vu ça, un camion qui recule, on ouvre la porte et là, il réalise, la personne, qu'il n'est pas bien placé. La personne avance et là, il y a des personnes qui sont en train de rentrer et de sortir et là, il peut y avoir des accidents. Donc, il est barré. Il y a encore une fois, il y a beaucoup de compagnies qui ont un système de lumière ici, le rouge et le vert. Si c'est rouge, on n'ouvre pas la porte. Si c'est vert, on peut ouvrir la porte et là, les personnes peuvent rentrer et sortir. Donc, on doit attendre que le camion soit barré avant de laisser rentrer les gens. Sinon, on regarde qu'est-ce qui arrive. Oh, accident. OK. On espère que ça ne va pas exploser. Donc, effectivement, ça peut arriver, quelque chose comme ça, le chariot qui tombe si le camion, il avance ou il s'en va. Une fois qu'on a barré le camion, on doit inspecter visuellement la remorque. On fait le tour de la remorque, voir s'il y a des dommages. On vérifie le seau. Le seau, en anglais, seal, en français, seau. C'est quoi un seau? Un seau, ça ressemble à ça. Alors, quand ça quitte le fournisseur, on met un seau comme ça avec un numéro qui est envoyé à l'acheteur ou à la réception. Ensuite, on vérifie si c'est le même qu'à la réception. Est-ce qu'on a reçu le bon camion? Est-ce que c'est le bon seau? Alors, chez Costco, s'il n'y a pas de seau, ils n'acceptent pas ça. Ça veut dire que quelqu'un l'a coupé en chemin. Si le seau, ce n'est pas le bon code ou le bon numéro, même chose, on refuse parce que c'est vrai que quelqu'un est rentré, a changé la marchandise et il y a des risques. Donc, il faut s'assurer que le seau soit le bon. On vérifie l'intérieur du camion pour les dommages. Et avant de décharger, ça serait super intéressant de vérifier des documents, n'est-ce pas? Donc, dans votre livre, on a des exemples de documents qu'on peut voir, comme à la page 184, vous avez un bon de livraison. On veut s'assurer qu'on a reçu le bon stock. Okay? Alors, pourquoi ne pas décharger et vérifier après les documents? Est-ce que vous savez? J'ai déjà vu la situation où on décharge tout le stock et ensuite on regarde la paperasse après, on réalise que, oups, c'était livré à la mauvaise adresse. Et oui, donc on vient de perdre une demi-heure à décharger un camion et on doit tout le recharger, perte de temps. Donc, c'est important de vérifier la documentation avant de décharger le camion. Donc, ça peut être un bon de livraison ou ça peut être un connaissement. On a vu c'est quoi un connaissement ou bill of lading. Alors, ça, c'est un exemple ici. Dans votre livre, à la page 184, vous avez un exemple. Donc, je peux vous montrer c'est quoi un bon de livraison. Si je partage avec vous. Oui, donc je viens ici et on va voir dans votre livre. Voilà, page 184. Et oui, ça, c'est un bon de livraison. Dans le bon de livraison, voilà, on voit le numéro de la commande, on voit la date, le numéro du client, le nombre de paquets. OK, donc c'est important. Si on a commandé 58 paquets puis il y en a 2 dans le camion, on sait qu'il y a un petit problème. OK, donc, et l'article, la description, la quantité, le nombre de boîtes, ça peut être le poids aussi. Donc, une fois que tout est beau, on va décharger le camion. Si tout est beau en termes de comptage, nous allons compter le stock. On va vérifier si la qualité est bonne. Bien, si tout est beau, là, on voit ici qu'on va signer. Ça a été vérifié. Donc, une fois que ça a été signé, le camionneur peut s'en aller. Est-ce que tout le monde fait les choses comme ça? Non. Il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. On reçoit le stock.
on décharge, on signe, et puis après ça, on vérifie la quantité, la qualité. Mais là, c'est pas super intelligent parce que ce qui pourrait arriver, c'est que le stock n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Bien, on a déjà signé qu'il était bon. Alors là, on doit appeler le vendeur et négocier. Non, ça doit revenir. Donc, c'est toujours mieux de faire les choses correctement. On vérifie avant et après, on signe. OK? Et le camionneur peut dire, oh, je suis occupé, peux-tu signer? Puis, non, 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 je m'en fous. Si tu es occupé, tu vas attendre, je dois compter et vérifier la qualité. À moins que il y a des situations où la qualité, ça peut prendre 3 journées, 4 journées pour vérifier la qualité. Et dans ce cas-là, on ne va pas le faire attendre 3, 4 jours. On dit, OK, pour certaines situations, on peut dire au camionneur, c'est beau pour la quantité, la qualité, je vais la vérifier dans un laboratoire comme chez Johnson & Johnson. J'ai déjà visité la compagnie avec mes élèves et eux autres, ils recevaient la matière première pour faire des tampons et des produits comme ça. Et là, c'est devait être vérifié dans un laboratoire et ça prenait plusieurs jours. Donc là, on laisse partir le camionneur et si ça ne marche pas, s'il y a un problème, il revient reprendre le stock. OK. OK. OK, je peux fermer ça. Je n'ai plus besoin de ça. Et tous les documents que je vous parle maintenant sont donnés. Okay, donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on continue dans le document cours d'entreposage. Donc, je partage avec vous. Voilà. OK. Donc, on a vu le bon de livraison. Le connaissement, on sait que c'est à peu près le même document, mais là, le connaissement, c'est quand c'est une autre compagnie comme Ryder, Robert, eux, ils sont en charge du matériel. Donc là, il y a un peu plus d'informations sur la valeur du stock. Au cas où il y a un accident, bien, eux autres sont responsables de payer la valeur de la marchandise. Le bon de livraison, c'est différent. C'est juste la quantité que je dois recevoir. Je m'attends à avoir quelle quantité. Donc, le document est plus court dans le bon de livraison. Une facture commerciale, ça c'est quand on a du stock qui vient d'un autre pays comme les États-Unis. Donc, ça c'est un exemple de facture commerciale, commercial invoice en anglais. Alors là, on a la date de l'exportation. On a aussi d'où ça vient, donc le pays qui a fabriqué le stock. Le pays, la destination finale, ça se peut que ça passe par le Canada et après ça va vers les États-Unis. Donc, currency, donc ici la devise, donc ici le waybill number, oh my God. Ça, c'est important d'avoir ça, sinon aux douanes, ça va bloquer là. Important d'avoir toutes les bonnes informations. Donc, pourquoi c'est important d'avoir le pays d'origine? Si ça vient d'un pays où les règlements sont moins stricts, comme des palettes qu'on reçoit de la Chine et des fois, c'est du bois. Et effectivement, on a déjà trouvé dans ce bois-là des genres d'insectes et on a dû mettre ça en quarantaine parce que la Chine ou autres pays peut-être qui sont l'Inde, peut-être qu'eux autres, ils utilisent encore des palettes de bois non traitées et là, ça cause des problèmes. Donc, c'est important de savoir d'où ça vient pour être capable de vérifier si on peut laisser rentrer dans le pays la marchandise. Lettre de crédit, c'est un autre document. Et oui, on doit connaître les documents à la réception. Donc, une lettre de crédit, c'est comme, je ne sais pas si vous savez c'est quoi un chèque visé. OK? Donc, une lettre de crédit, c'est tu dis à la banque, réserve-moi un certain montant pour tel client. Alors, quand le vendeur nous envoie le stock, il va dire, je ne vais pas te donner le stock tant que je n'ai pas vu la lettre de crédit. Je vais m'assurer que je vais te payer. Donc, ça, c'est une garantie que le fournisseur sera payé. J'ai réservé de l'argent pour cette livraison-là, lettre de crédit. Alors, il y a des fournisseurs qui vont dire, je ne te donne pas le stock tant que je n'ai pas vu la lettre de crédit. Alors ça, c'est bien sûr si tu ne fais pas confiance, si tu es un nouveau acheteur pour lui, il peut l'exiger, la lettre de crédit.
Et ça, c'est négocié à l'avance. Certificat d'origine, encore une fois, je veux savoir, ça vient de quel pays? Ça peut venir du Maroc ou... le certificat d'inspection, ça, c'est si je reçois de l'alimentation. Alors, il faut que ça vient du gouvernement fédéral, c'est un document. Alors, Costco, s'il reçoit du poisson, de la viande, ces choses-là, ils vont demander, est-ce que vous avez votre certificat d'inspection? Donc, au niveau de l'alimentaire, sinon, ils ne laissent pas rentrer le stock. Okay? Donc, ça, c'est des documents qu'on utilise à la réception. Ensuite, tout est beau au niveau de la documentation, on commence à décharger. On peut décharger avec manuellement, donc on prend nos mains, n'est-ce pas? On peut rentrer un convoyeur mobile directement dans le camion si on a beaucoup de stock. C'est un autre équipement qu'on utilise pour décharger. On peut aussi utiliser ça qui s'appelle, en anglais, on dit un jigger. Jigger, oui, beaucoup de gens utilisent le terme jigger. La bonne terminologie, transpalette. Donc, en français, c'est une transpalette parce que ça transporte des palettes. Transpalette, vous voyez comment ils ont fusionné les deux mots. C'est génial, n'est-ce pas? Ensuite, on a une transpalette à moteur aussi. Ça, on voit ça assez souvent si les distances à parcourir sont plus longues. Et ensuite, nous avons les chariots élévateurs, ou si on utilise le terme lift ou lift truck. Okay? Mais le bon terme ici, c'est chariot élévateur et ça ressemble à ça. Un chariot élévateur, nous allons voir les différents types de chariots élévateurs. Lui, c'est le plus commun qu'on voit et il s'appelle contrebalancé, un contrebalancé. Où pensez-vous est le poids dans le contrebalancé? En avant, au milieu ou en arrière? Contrebalancer veut dire que oui, il est en arrière. Donc, je vais mettre du poids ici en avant et ça doit être contrebalancé avec du poids en arrière, sinon le chariot va tomber vers l'avant. Donc, combien ça coûte un chariot élévateur? Donc, pourquoi je vous parle de ça? Le chariot élévateur, c'est plate, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir combien ça coûte. Donc, je vous ai mis un document qui s'appelle « Coût des chariots élévateurs » et on voit que un qui est capable de soulever 5 000 livres entre 18 et 25 000 $. C'est intéressant. Donc, si la compagnie doit acheter 2, 3, 4, bien là, ça commence à être de l'argent, ça. Alors, il faut décider. Si on achète un qui est électrique, il faut aussi acheter le chargeur et la pile 2 à 5 000 $. Maintenant, si on parle d'un qui roule au propane, bien là, ça peut être entre 16 000 et 28 000 $. Maintenant, c'est sûr, ça dépend de la capacité. Il y en a qui sont capables de soulever 10 000 livres. Là, on parle de 28 à 45 000 $. Wow! Maintenant, si on veut soulever des poids de 35 000 livres, là, on peut payer comme 100 000 $. J'ai été visiter la compagnie Messier Doughty avec mes élèves qui est sur l'autoroute 15. Ils font des trains d'atterrissage. Ils ont un chariot élévateur qui coûte le même prix qu'une Lamborghini. Très, très cher, donc au-dessus de 300 000 $. Ça dépend, bien sûr, du poids qu'il est capable de soulever. On peut décider de ne pas acheter et de louer. C'est une autre possibilité. Ou bien d'acheter usagé, comme une voiture. Nous avons les 3 choix aussi. Alors là, ça prend des calculs pour savoir ce qu'on devrait louer ou est-ce qu'on devrait acheter. On a vu la théorie là-dessus et dans votre cours de finance, vous allez voir le calcul pour ça. C'est sûr que si j'achète usagé, ça va être moins cher, mais ça prend quelqu'un pour faire des réparations. Ça peut être plus cher à long terme ou moins cher si on achète un de qualité. Tout ça peut être calculé. Donc, on voit que c'est important au niveau financier de savoir quoi acheter. Je ne veux pas acheter un qui est trop puissant, pas assez puissant. Il y a beaucoup de questions. Et si je dois en acheter 2 ou 3 ou 4 à 100 000 $ chaque, est-ce que ça vaut la peine? C'est des questions financières très intéressantes. OK, on va retourner à notre
fichier Word. Voilà. Donc, je décharge avec mon chariot élévateur. Et ensuite, on va vérifier la quantité. Nous allons compter le stock. OK? Maintenant, je vous ai montré le chariot le plus populaire. On va en voir d'autres. Donc, j'ai un document pour vous pour montrer les autres types de chariots élévateurs. Est-ce que c'est lui? Ouais, voilà. OK. Donc, ça, c'est le contrebalancé. Oui, les termes sont en anglais, counterbalanced. J'ai pris ça d'un livre américain. Il n'y a pas beaucoup de livres en français qui parlent de ça, donc je traduis pour vous. Alors, lui, c'est le plus commun parce qu'il est capable de soulever le plus de poids et c'est lui qui est le plus rapide. Maintenant, l'opposé du contrebalancé, c'est lui qui est à droite, qui s'appelle le walkie stacker. Quelle est la racine du mot walkie? Walk. Walk, c'est quoi? C'est-à-dire marcher. Donc, la personne marche derrière. Donc, si le counterbalance ou le contrebalancé, c'est le plus rapide, bien, le walkie stacker, c'est le plus lent. Si le counterbalance est capable de prendre le plus de poids, bien, le walkie stacker prend le moins de poids. C'est exactement l'opposé, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir un walkie stacker? Bien, si on a un petit entrepôt où le poids des palettes ou des boîtes est très faible, bien, on n'a pas besoin de payer 30 000 $ pour un chariot quand je peux en acheter un dixième du prix, n'est-ce pas? Donc, ça dépend de ce que nous allons transporter. Nous avons entre les deux, nous avons le straddle. Le straddle, il est vraiment entre les deux. Okay? Donc, si le counterbalance, c'est le plus rapide et le walker stacker, c'est le plus lent, lui, il est entre les deux en termes de vitesse. Si en termes de poids qu'il est capable de soulever, nous allons voir ça, le détail, dans quelques minutes, il ne peut pas soulever autant que le counterbalance. Et on voit ici le monsieur ou la madame qui est debout. Donc, il ne marche pas, il est debout et il contrôle ça. On peut voir les petites pattes en avant ici, ces pattes-là. C'est pour ça qu'on l'appelle un straddle, pour que ça ne tombe pas en avant. Donc, ça, c'est un straddle. Et lui, il est capable de tourner 360 degrés sur lui-même très facilement. Donc, il est très manœuvrable, le straddle. Donc, ça peut être un choix intéressant. On a ici à côté un straddle. Encore une fois, on voit les pattes en avant. C'est un straddle reach. Reach, on voit les fourches sont extensibles. Donc, il y a des racks qui sont pas mal profonds. Donc, il y a des racks qu'on appelle double profondeur ou triple profondeur. Et là, ça va prendre ce type de chariot-là. Nous allons voir dans quelques minutes les différents types de racks. Pourquoi est-ce que je voudrais un rack à triple profondeur? Bien, c'est pour sauver de l'espace, n'est-ce pas? J'ai besoin de moins de racks dans mon entrepôt et ça nous sauve, on peut mettre plus de stock dans le même espace. Donc, c'est moins de gaspillage d'espace. Donc, ça pourrait être intéressant. Oui, c'est plus cher acheter ce chariot, mais on va sauver pas mal d'argent en termes d'espace. Donc, peut-être ça vaut la peine. Un autre calcul à faire. OK? Si on continue dans les types de chariots, on va voir lui. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un turet. On voit qu'il est plus gros ici, mais on voit que c'est les fourches qui tournent ici. Donc, encore une fois, si les allées sont assez étroites, pas de problème, on prend un turet et lui n'a pas besoin de tourner. Il rentre dans l'allée, il tourne les fourches, on cherche le stock qui est dans le rack et ensuite on recule. Donc ça pourrait être très intéressant si on veut encore une fois sauver de l'espace. On a le side loader, lui, comme le dit, il va juste prendre les choses sur un côté. Alors, il rentre et prend les choses sur un côté. Ici, les fourches ne vont pas se tourner. Okay? Et souvent, il est sur des rails, lui. Et encore en parlant des rails, lui, le SRT. Le SRT, c'est un petit monsieur ou une petite madame qui, on voit qu'il est dans la cabine et là, il peut monter pas mal haut.
et qui est capable de chercher le stock avec ses mains. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo comment ça fonctionne, le SRT. C'est le fun de le voir en vidéo, si je suis capable de trouver la vidéo. Oui. Oups. Voilà. Donc, ici, on voit la vidéo. Cette madame-là, elle monte, elle trouve le stock, elle le met dans sa cabine et ensuite, elle va monter, elle va scanner, digitaliser, marquer. Elle va mettre une étiquette dessus et mettre donc, ou bien pour prélever ou pour mettre le stock. Ça s'appelle SRT. Et ensuite, elle va descendre avec le stock. Donc, ça, c'est intéressant quand le stock n'est pas très, très lourd. On peut trouver de l'espace si on met du stock en hauteur. Okay? Donc, ça s'appelle un SRT. J'ai trouvé ça intéressant, de moins de voir, c'est qu'on n'a pas pu faire une visite cette année, donc au moins on peut voir c'est quoi les différents types de chariots. Donc ça, c'est les différents types de chariots. Je voulais vous montrer un autre document, si je le trouve. Ici. Une seconde, on va voir si on peut le trouver. Donc ça, j'ai plus besoin de ça. Oui, oui, ça c'est les chariots. Ah non, ça c'est dans les types de racks. Okay. Voilà, j'ai trouvé ça. OK. OK. Je partage mon fichier avec vous. Il est là. Là, on commence à rentrer dans des choses un peu plus techniques. Donc ici, ça c'est des racks ou des rayonnages. Et ça, c'est l'allée. Donc, il nous dit que si on a un counterbalance, donc le contrebalancé, lui, il doit tourner. Donc, c'est sûr qu'il peut prendre des charges qui sont pas mal lourdes, mais ça il prend 11,5 pieds pour être capable de tourner et prendre le stock dans un rack. Donc, s'il y a beaucoup d'espace, l'allée doit être très, très large. Alors, si j'ai juste des counterbalances, bien là, je vais être capable de mettre moins de rayonnage dans mon entrepôt. C'est un choix à faire. Le reach, on voit le reach, celui veut dire atteindre, celui avec les fourches extensibles, juste 8, c'est 8 pieds de large. Pourquoi? Parce que c'est un straddle reach et c'est où le monsieur ou la madame est debout sur son chariot et est capable de tourner 360 degrés. Donc, on voit que c'est beaucoup moins d'espace de perdu. Le straddle, c'est 7,5. Le turet, on avait dit que les fourches doivent tourner, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le chariot, donc on voit juste 6 pieds de large. Ça, c'est intéressant. Et le dernier, le SR, Storage and Retrieval Truck, lui, où c'est la personne qui monte et qui descend avec sa cabine, qui prend le stock, 5,5 pieds. Donc, ça, c'est des choses qu'on utilise beaucoup comme exemple chez IKEA. Pas le magasin, mais le centre de distribution, on utilise beaucoup ce type-là parce qu'on a des racks qui sont très, très, très hauts. Donc, ça sauve de l'espace. Très intéressant financièrement. On utilise des SR. Est-ce que vous allez mémoriser ces chiffres-là? On va voir. Donc, ça, c'était les types de racks qu'on voit. On va continuer maintenant dans le cours. All right. Donc ici, maintenant, on a déchargé et on doit vérifier la quantité. On doit compter. Est-ce qu'il y a vraiment de la théorie là-dessus? Ben, un petit peu. Donc, on peut décider de compter manuellement, un à un, les pièces. Ça, c'est quand que nous avons des pièces de classe A. Des choses qui ont beaucoup de valeur, on va mettre ça sur une table. En fait, il y a 3 tables. On met la boîte sur une des tables. On va sortir le stock sur la 2e table et ensuite, on va sur la 3e table. On va compter un à un les unités. OK? On va les compter une à une, les pièces. Et ça, c'est pour des pièces A. Donc, ici, on voit des diamants.
Si je reçois ça, bien oui, je vais les compter un à un si je ne veux pas en manquer un, n'est-ce pas? On a aussi une autre méthode de comptage qui s'appelle flow-through. Ça, ici, je mets le stock sur un convoyeur par SKU. SKU, c'est type de pièce. Alors, SKU, on dit en anglais. Alors, ça, c'est une façon de compter. Il y a aussi la méthode tie-high. Tie-high, bien, ici, c'est juste un calcul, une multiplication. Tie, c'est le nombre de boîtes par couche. Et high, c'est la hauteur, le nombre de couches par palette. Donc, ça, c'est un exemple ici. Alors, ici, c'est pour des pièces, peut-être des pièces C. Je vais juste compter le nombre de boîtes. Donc, ici, si on voit, il y a combien de boîtes sur le niveau du bas. On voit qu'il y en a 6. 1, 2, 3, 4. 4 de haut. Donc, 6 fois 4, ça fait combien? Ça fait, je pense que vous êtes bon. 6 fois 4, 24. Et voilà. Donc, ça, c'est pour des pièces C. On va juste compter le nombre de boîtes. Si j'ai des pièces B, je vais faire la même chose, je vais compter le nombre de boîtes, mais peut-être que je vais en ouvrir 2 là-dedans et commencer à compter les pièces dans 2 des boîtes. Donc, si les 2 boîtes, il y a le bon nombre de pièces, bien, je n'ai plus besoin de toutes les compter. Pour des pièces B, donc si on est entre les 2. Ça, c'est un exemple de ce qu'on fait souvent avant de shipper le stock. On va mettre plusieurs palettes une sur les autres et on va les envelopper avec un genre de plastique. Ouf, ça, c'est pas facile à compter. Non seulement, c'est pas facile à transporter aussi. C'est un peu trop haut. Donc, assurez-vous que vous n'allez pas mettre trop de stock sur une palette. Une autre méthode de comptage, c'est par le poids. On appelle ça la méthode mécanisée. Mécaniser veut dire qu'on ne va pas compter, on va peser. Donc ici, pour la quincaillerie, souvent, nous allons faire ça. On va juste prendre la boîte et la peser. On ne va pas toutes les compter. Est-ce que c'est des pièces A, B ou C? C'est des pièces C. Donc les pièces C, on va les peser et pas les compter, souvent. OK? Si j'ai un gros camion avec du vrac, donc ça, c'est un chariot. Ça, c'est intéressant, ce chariot élévateur. Il y a une balance intégrée, donc on peut peser directement tout le stock de la palette en même temps. Ça peut être intéressant aussi, sauver du temps. Si je reçois du vrac, bien là, je ne vais pas compter graine par graine les choses. Si c'est de l'avoine ou du sable, des choses comme ça. On va peser le camion au complet. Donc, je pèse le camion quand il est plein, je pèse le camion quand il est vide, et là, je fais la différence. Méthode mécanisée. Méthode on the fly, ça, c'est intéressant comme technologie. On va peser chaque boîte et c'est un système automatique. Et si le poids est bon, on ne va pas l'ouvrir. Si le poids n'est pas bon, donc supposé avoir 50 livres là-dedans, puis là, j'en ai 30, il en manque 20. Là, je vais ouvrir la boîte et là, je vais compter. Donc, je vais juste compter si le poids n'est pas correct. Donc, on the fly. Au vol, on peut traduire ça si vous voulez. OK. Maintenant, on va regarder ici les boîtes. Si les boîtes sont comme ça, je peux décider, je n'accepte pas la boîte. On voit déjà que ça a bougé pas mal durant le transport, mais la plupart des gens vont quand même l'accepter et ouvrir la boîte et inspecter. Si ce n'est pas bon, on doit faire un rapport écrit et on doit faire une plainte. On veut se faire rembourser pour le stock ou on va payer moins pour le stock. Et la personne doit signer, le camionneur doit signer où effectivement il y avait 2, 3, 4, 5 boîtes qui n'étaient pas bonnes. Ça, c'est un exemple. Ici, on voit que les conteneurs, ça a bougé pas mal durant le voyage sur un bateau. Et oui, il y a des conteneurs, des fois, qui se perdent en mer. C'est pour ça qu'on doit assurer d'avoir des bonnes assurances. OK. Donc, si le produit est endommagé, on a 2 choix. On peut le retourner au complet ou bien on peut décider d'inspecter 100% des pièces. Et là, je vais juste garder les bonnes pièces. Donc, ça, on va te charger pour l'inspection un peu plus. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle
de la vérification de la qualité. OK. Maintenant, au niveau de la qualité, nous avons déjà parlé de ça. Il y a plusieurs façons de faire. Je peux accepter 100% sans vérification, faire de l'échantillonnage selon le standard militaire ou vérifier 100% des pièces. On a déjà parlé de ça. Donc, si je reçois un cœur artificiel ou des cœurs artificiels, je pense que je vais les vérifier à 100%. Les types de tests, on a déjà parlé de ça, les tests destructifs, les tests non destructifs. Ça, c'est un plan. Si je veux mesurer des choses, j'y vais avec un plan. Je peux utiliser des items comme ça, des outils qui s'appellent un micromètre. Et on sait qu'il y a quand même des risques, les risques alpha et bêta, si on fait de l'échantillonnage. J'ai vérifié la qualité. Si c'est bon, tant mieux. Je vais identifier le produit. Identifier, il y a plusieurs méthodes d'identifier. Je peux ne pas identifier, juste prendre la boîte et la mettre dans l'entrepôt. Ça, c'est pas très, très commun. Des fois, il y a des étiquettes déjà sur le produit, c'est le code du fournisseur. On peut prendre le même code que le fournisseur. On peut utiliser une étiquette manuelle, écrire c'est quoi, comme, je sais pas, c'est des t-shirts blancs médium. Je peux écrire ça sur une étiquette manuellement. Ou bien je peux imprimer un code alphanumérique. Ça, c'est des vêtements de bébé, une taille pour mâle de 12 mois. OK? Donc, ici. Et je peux utiliser aussi ce qu'on appelle un code barre. Un code barre, ben, c'est très, très commun et ça nous sauve du temps. Donc, on veut juste numériser avec un genre d'appareil ce code-là. Au lieu de le rentrer à la main, ça accélère beaucoup les choses. Il y a beaucoup moins d'erreurs. Donc, on est pas mal habitué au code barre. Et on a une nouveauté maintenant qui s'appelle les puces RFID. Alors, il y a beaucoup d'items maintenant qui ont ces puces-là, qui sont de plus en plus petites. Et RFID veut dire radiofréquence identification. Donc, aussitôt que la pièce rentre dans ton entrepôt, ton magasin, il y a un genre de système. Ça envoie des ondes. Alors, le système va capter les ondes et on n'a plus besoin de numériser ou de scanner. On sait combien ils sont rentrés, combien ils sont sortis à chaque moment. Donc, ça, c'est intéressant. Walmart utilise ça beaucoup et force ses fournisseurs à utiliser cette nouvelle technologie-là. Et c'est super intéressant d'avoir ça parce qu'on sait exactement combien on a en stock à chaque seconde de la journée. Quand le stock rentre, boum, on sait combien. Quand il sort, même chose. Donc, ça coûte cher au début, mais ça nous sauve du temps pour la gestion de notre marchandise. Et on voit que ça peut être pas mal petit, cette puce-là. Il y en a qui vont mettre ça dans leurs animaux domestiques, dans les chiens, les chats. C'est une façon de les retrouver. Les vaches dans les fermes. Et il y a des écoles. Donc, ici, on voit le code. Maintenant, ça peut être même une étiquette comme ça qu'on met. Donc, au lieu que ça soit une puce, et même chose, ça envoie des ondes très faciles de compter le stock. Pas besoin d'avoir un contact physique. Il y a des écoles aux États-Unis qui ont ce genre de système d'identification et il y a une puce là-dedans. Alors, ils savent combien d'élèves sont à chaque seconde de la journée, sont dans l'école, combien sont dans la cour extérieure. Alors, c'est une façon de vérifier que tout le monde est à l'école qui est supposé être à l'école. Est-ce que c'est aller trop loin? Parce que là, ils savent où vous êtes tout le temps. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a des parents qui adorent ça parce qu'ils savent où sont leurs enfants. À vous de décider. Il y en a qui disent que les droits à la vie privée, puis ils n'ont pas le droit. Puis moi, je ne vois pas le problème si c'est pour l'école. Ce n'est pas. Mais si je devais porter ça 24 heures sur 24, je ne sais pas si je veux qu'on sache où est-ce que je suis à tout moment. Mais il y a des écoles qui forcent les élèves à porter ça. Alors, le RFID, c'est intéressant parce qu'on peut tracker ou on peut avoir une traçabilité de nos produits tout pendant le voyage. On sait
si le produit est dans un bateau, dans un avion, est-ce qu'il est en route, où est notre produit. Donc, ça, c'est intéressant avec un système GPS de savoir où est notre produit. Donc, ça peut être intéressant si on veut avoir un plus grand contrôle de notre stock. Donc, comme je dis, le stock, on le rentre dans un système manuellement. Ça, c'est long à faire. Ou bien, on peut, avec un système RFID ou avec des codes barres, juste scanner, puis là, on sait combien on a reçu. C'est des façons de rentrer le stock dans le système. Conditionnement, bien, ça se peut qu'on reçoive le stock et on va le conditionner. On voit ici les jus, on les met en paquets de 6, paquets de 3, les biscuits, ces choses-là. Donc, ça s'appelle du conditionnement. C'est pour faciliter la vente de ces choses-là. OK, on a reçu le stock et maintenant, nous devons le placer dans l'entrepôt. C'est la prochaine phase. Comment faire ceci? Ça, c'est un exemple d'entrepôt de Volkswagen. On voit que c'est un entrepôt vertical pour sauver de la place. Et il y a des systèmes qui vont placer les voitures dans leurs alvéoles. Dans votre livre, on utilise le mot alvéole. Alvéole, c'est un emplacement. Alvéole. Je pense qu'on utilise ça pour les abeilles ou des choses comme ça, mais dans la gestion des stocks, on utilise ça aussi. Alors là, je vous montre un peu ma cuisine, ça a l'air de quoi? Dans mon ancienne maison, c'était quoi? Ça ressemblait à ça. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ma cuisine. Donc, ça, c'est une genre de cuisine. On voit ici une image un peu plus intéressante. Donc, où placer le stock? Vous allez voir que où placer le stock dans une cuisine, c'est la même théorie que où placer le stock dans un entrepôt. Okay? Donc, ici, on voit mon frigidaire, le four, les armoires, le fourrier là, ça c'est le lave-vaisselle et on a un garde-manger ici. Okay? On a des places pour mettre le stock en bas, en haut. Alors, nous allons voir si vous comprenez un peu la logique. Donc, le sel et le poivre, je reçois ça. Où est-ce que je mets le sel et le poivre dans ma cuisine? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que je mets ça dans le garde-manger? Est-ce que je mets ça en bas, en haut du frigidaire? Et non, je vais mettre ça à côté du four, la plupart des gens. Pourquoi? Parce que je les utilise 2 ou 3 fois par jour. Donc, quelque chose que j'utilise très souvent, bien, on va les mettre à portée de main et c'est petit aussi. Donc, c'est ces deux des variables qui ont un lien sur où placer le stock. Le nombre de fois qu'on l'utilise, donc on peut appeler ça taux de rotation. OK? Nous autres, on appelle ça taux de rotation. Ça, c'est un taux de rotation très, très élevé. Donc, je vais le mettre dans une place c'est facile de chercher. Et au niveau, finalement, on va mettre ça au niveau du comptoir. Je ne veux pas me pencher, je ne veux pas monter. Non. OK, c'est des choses que j'utilise très souvent. Et le poids aussi est très léger. Si je regarde une boîte de céréales, où est-ce que je mets ça dans mon entrepôt à la maison, ma cuisine? Est-ce que je mets ça encore une fois sur le comptoir? Non. Pourquoi? Parce que j'utilise ça juste une fois par jour, le matin, la plupart des gens. Donc, où je vais mettre ça? Je vais mettre ça dans mon garde-manger. Mais à quel niveau? Alors, est-ce que je l'ai mis en bas, très haut, ou au niveau comme de la ceinture de la poitrine? La plupart des gens vont mettre ça au niveau de la poitrine. Nous allons voir que cette zone-là, entre la ceinture et la poitrine, s'appelle la golden zone, la zone dorée. Pourquoi? Je ne veux pas me pencher chaque matin pour chercher mes céréales pour ne pas me blesser et je ne veux pas, prendre une chaise ou une échelle ou quelque chose comme ça pour si c'est trop haut non plus. Alors, c'est pour ça que, encore une fois, taux d'utilisation assez élevé. Donc, on va le mettre au niveau de la ceinture, de la golden zone, mais ici, dans le garde-manger. Autre chose qu'on reçoit, du riz. Nous, on mange beaucoup de riz et ça peut être comme 10 kilos. 10 kilos, où est-ce que je mets ça? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on met ça encore une fois sur le comptoir? Non, je ne vais pas faire du riz à chaque soir, donc non.
Est-ce que je mets ça dans le garde-manger? Ça, c'est une bonne idée. Est-ce que je le mets très haut? Non. Pourquoi? Parce que si ça tombe, il y a des risques pour la tête. Donc, nous, normalement, les gens mettent ça à un niveau plus bas. Donc, le poids nous dit de le mettre dans un niveau dans le garde-manger, un niveau bas, en bas des genoux, à peu près là, c'est ça. OK? Ensuite, oups, l'alcool. Oh, ça, c'est un produit toxique. Où mettre les produits toxiques? Bien sûr, on va les mettre hors de la portée des jeunes si vous avez des jeunes enfants. Ben non, c'est un produit toxique. Parce que si on en prend trop, qu'est-ce qui arrive? On est malade. Donc, on peut même l'enfermer dans une zone qui n'est pas accessible aux enfants. Donc, vous allez voir, il y a un lien avec les produits toxiques dans un entrepôt. Next, des plats, des beaux plats. Où est-ce qu'on met ça? C'est fragile, on ne veut pas que les enfants jouent avec. Alors ça, souvent, on va les mettre en hauteur. C'est pas trop lourd, donc c'est peut-être au-dessus du four, dans les armoires ici. On ne veut pas que les enfants jouent avec ça. Donc, quoi faire quand on a des choses qui ont plus de valeur, qui sont plus fragiles? Donc, hors de portée, c'est ça qu'il n'y ait pas d'accident avec. Ça, c'est un autre facteur. La fragilité, la valeur d'une pièce. La machine à cappuccino que nous autres, on l'utilisait une fois chaque 6 mois. Bien, à chaque 6 mois, même pas besoin d'être dans la cuisine. On la mettait au garage dans un sac. Donc, est-ce que c'est plate aller jusqu'au garage chercher? Oui, c'est plate, mais le faire une fois par 6 mois, c'est pas si grave. Donc, je veux pas que ça prenne de la place sur mon comptoir si je l'utilise pas très souvent. Donc, encore une fois, le taux d'utilisation est un facteur et aussi le volume, ça prend beaucoup de place. Donc, au garage, ça serait une bonne place pour nous autres. Si on l'utilise à chaque jour, c'est différent. OK. Donc, ça, c'est le type d'aménagement classique qu'on appelle aménagement bloc. On voit ici qu'on a des quais de réception et des quais d'expédition. On appelle ça des quais combinés parce que c'est sur le même côté de l'immeuble. Souvent, les réceptions se font le matin et l'expédition se fait l'après-midi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de confusion. Les petites pièces, on les met en avant. Des pièces comme la quincaillerie, des choses comme ça. Pourquoi on les met en avant? C'est un peu comme le sel et le poivre. On utilise ces pièces-là très, très, très souvent. Donc, je vais minimiser mes déplacements aller-retour ici à l'horizontale. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au fond de l'entrepôt 15 ou 10 ou 100 fois par jour. Chercher des pièces que j'utilise très souvent. Donc, minimiser le déplacement, c'est pour ça que je les mets en avant. Qu'est-ce que je mets au milieu? Bien, des fast-moving products. Fast-moving, ça veut dire taux de rotation élevé. Encore une fois, je ne veux pas mettre quelque chose que j'utilise souvent au fond de l'entrepôt. OK? Je ne veux pas marcher, ça prend beaucoup de temps à aller d'ici jusqu'ici, alors je vais le faire le moins souvent. Et qu'est-ce que je mets au fond de l'entrepôt? Je vais mettre des pièces que j'utilise peu souvent. Taux de rotation faible. OK? Donc, ça, c'est pour placer mon stock. Et quand ça vient le temps pour le prélèvement, quand je veux livrer le stock, donc, je m'en vais dans l'entrepôt chercher mon stock et je vais le mettre ici, en avant. Je vais emballer le stock, mettre une étiquette et ensuite le peser et l'envoyer. Donc, ça, c'est un aménagement typique. Et on voit ici, le taux de rotation nous dicte où placer le stock. Okay? L'autre type d'aménagement, ce type d'aménagement-là, c'est un aménagement qu'on appelle ABC. ABC, on voit ici A, B, C, on a déjà vu ça, mais A, dans ce cas ici, c'est des fast movers. Taux de rotation élevé. C'est encore une fois le 20-80 qui suit la loi de Pareto. On met ça à côté du shipping. Ici, on a des quais séparés. Pourquoi est-ce que je mettrais les A à côté de mon expédition ou mon shipping?
bien sûr, c'est pour sauver du temps pour le chargement d'un camion. Quand la commande rentre, je veux charger le camion le plus rapidement possible pour que mon client soit content. Les B sont ici, medium movers, au taux de rotation qui est médium, OK? Et ici, slow movers, des taux de rotation faibles. Les C vont aller ici. Et on voit qu'il y a beaucoup de C qui sont à côté de la réception. Donc, ça, c'est un peu la stratégie ABC comme type d'aménagement. OK? Alors, bien sûr, là, je vous ai parlé de taux de rotation. Alors là, nous devons calculer le taux de rotation pour savoir où placer le stock. Alors, je vous partage un document avec vous pour montrer le calcul du taux de rotation. Alors ici, où est le taux de rotation? Taux de rotation. Voilà, j'ai trouvé le fichier. OK. OK. Alors, je vais partager ce fichier-là avec vous. Alors, le taux de rotation, c'est un chiffre qu'on calcule qui nous dit, encore une fois, est-ce que j'utilise les pièces beaucoup ou peu? La formule, c'est les ventes annuelles en dollars ou la consommation divisé par le stock moyen. Assez facile. Donc, chez une division, n'est-ce pas? Ou le nombre d'unités vendues sur le stock moyen. C'est toujours divisé par le stock moyen. Donc, voici un exemple de calcul ici. Donc, le stock max 22 tondeuses. Là, je parle des tondeuses. Le stock minimum 3 tondeuses. Une tondeuse vaut 75 $. Le stock du début, c'était 2 tondeuses. Stock de fin 15 et j'ai acheté 300 tondeuses par année. Alors, je veux savoir c'est quoi le taux de rotation. OK. Donc, je vais mettre ça dans un fichier Excel et ensuite, on va le calculer. Voilà. OK. Donc, nous avons dit ici, je vais partager mon écran. Voilà. OK. Donc, la consommation ou les ventes divisées par le stock moyen. Donc, j'en ai utilisé ou consommé combien par année? Donc, j'ai commencé l'année avec 2 tondeuses. J'ai acheté 300 tondeuses. Donc, j'en avais 302 que je pouvais vendre. Et à la fin, il me restait 15. Donc, moins 15. Et ça, c'est la formule pour trouver combien j'en ai vendu ou consommé. Donc, stock du début, plus ce que j'ai acheté, moins ce que j'ai à la fin, qui me donne 287 tondeuses. Là, c'est important de marquer les unités parce que si j'ai tondeuse en haut, je vais avoir tondeuse en bas. Il faut que les deux soient pareils. Si j'ai des dollars en haut, je veux des dollars en bas. Il faut que les deux soient pareils. Mon dénominateur, est-ce que vous vous rappelez comment calculer le stock moyen? Donc, ça, c'est les ventes. Et ici, je dois calculer le stock moyen. Donc, stock moyen, est-ce qu'on se rappelle comment calculer ça? Stock max plus le stock min, en parenthèse, divisé par 2. Donc, notre stock max, c'est combien? 22 tondeuses. Plus le stock min, 3 tondeuses, divisé par 2. Et ça, c'est mon stock moyen. 12,5 tondeuses. Donc, si je divise les deux, donc 287 divisé par 12,5, ça me donne 22,96. Et ce n'est pas des tondeuses, c'est des fois par année. Donc, ça veut dire que le stock a tourné, a roulé 23 fois par année. Ça veut dire que tourner, ça veut dire quoi? C'est des rentrées et des sorties. Ça veut dire j'ai reçu, j'ai vendu. J'ai reçu, j'ai vendu.
j'ai reçu, j'ai vendu tout le stock 23 fois par année. Ça veut dire que ça roule, c'est pas mal bon. Ça veut dire que ça roule combien de fois par mois? Ben, c'est à peu près 2 fois par mois. OK, que j'ai reçu et vendu tout le stock que j'ai reçu. OK? Donc, si j'avais un taux de rotation de 1, est-ce que ça serait bon, pas bon? Ben, 1, ça veut dire que j'ai reçu le stock. Ça m'a pris 1 an à vendre tout mon stock. OK, le stock est resté sur les étagères pas mal longtemps. Il y a un taux de rotation de 0,5, ça veut dire quoi? 0,5 fois par année. Ça veut dire que ça m'a pris 2 ans d'écouler tout mon stock. Fait que j'espère que ce n'est pas du lait ou du beurre, parce que si ça prend 2 ans pour vendre tout mon stock, il ne va plus être bon. Donc ça, c'est comment on calcule le taux de rotation. Si je prends un autre exercice ici, donc les articles de jardin. Voilà, OK. Ici, je retourne ici. Donc, dans ce cas ici, mon stock max 15 000, mon stock min 5 000. J'ai acheté et vendu pour 30 000. Quel est le taux de rotation? Donc, mon numérateur, c'est un peu plus... Ouais. C'est bon. Donc, achat et vente, c'est 30 000. Donc, ça va être mon numérateur. Et là, c'est des dollars. Mon numérateur, c'est combien? Si je dois mettre mon stock moyen en dollars aussi. Donc, stock moyen, c'est 15 000 plus 5 000 divisé par 2. Donc, ça donne 10 000 $. Là, je peux le diviser et ça donne un taux de rotation de 30 000 sur 10 000 de 3, n'est-ce pas? 3 quoi? 3 fois par année. Et voilà. Ça veut dire qu'à chaque 4 mois, je reçois et je vends tout mon stock. Est-ce que c'est haut, c'est bas? Comment l'interpréter? Alors, si je retourne ici, comment l'interpréter? L'interprétation, ben, de 0 à 5, c'est un taux de rotation faible. 5 à 10, taux de rotation moyen. Donc, de 0 à 5 non inclus, donc de 0 à 4,999, c'est faible. Ça, c'est des choses qu'on met au fond de l'entrepôt. Taux de rotation faible. Taux de rotation moyen, je mets ça au milieu de l'entrepôt de 5 à 10 ou à 9,99. Et en 10 et 20, on dit que c'est élevé. Ça, c'est des choses qu'on met plutôt vers l'avant. Et plus que 20, c'est très élevé. Là, on met ça en avant de l'entrepôt pour minimiser tous les déplacements, les va et les viens. Donc, ça, c'est pour déterminer où placer le stock au niveau horizontal. OK, au niveau horizontal. Donc, ici, à l'examen, je vous demande où placer le stock à l'horizontale. Vous allez me dire en avant, comme tout à fait en avant, proche des portes, un peu plus reculé, ça c'est des fast movers, ou taux de rotation élevé. Ensuite, au milieu de l'entrepôt, c'est moyen, et au fond de l'entrepôt, c'est des taux de rotation faibles. Il y a des entrepôts où il y a un deuxième niveau qu'on appelle une mezzanine. La mezzanine, c'est vraiment lent comme taux de rotation, et là, on va rarement chercher ces choses-là, chaque 2, 3, 4 ans, comme ça, des choses comme ça. OK? Donc, ça, c'est où placer le stock à l'horizontale. On va prendre une petite pause et ensuite, on va continuer avec la théorie où placer le stock à la verticale. All right? À tantôt.